Il y a des millions, voire des milliards de planètes dans notre galaxie, principalement composées d'eau et recouvertes par un océan unique. Sur ces mondes aquatiques extraterrestres, sans roches ni terre ferme, nous trouvons uniquement un océan d'une profondeur insondable, abritant des formes étranges de glace brûlante. Aussi étrange que cela puisse paraître, cette réalité dépasse la fiction. Nous serions tentés de croire que ces planètes, débordantes d'eau, sont propices à l'émergence de la vie. Mais évidemment, rien n'est jamais aussi simple. Ces mondes, que nous imaginons peut-être foisonnants de vie, pourraient bien se révéler être des enfers immenses. Car de manière contre-intuitive, trop d'eau sur une planète pourrait anéantir toute possibilité d'apparition et de développement de la vie, de multiples façons. Pour l'illustrer, prenons notre planète et noyons-la sous des trombes d'eau. Des chercheurs ont modélisé les conséquences de l'ajout de 5 fois le volume d'eau de nos océans sur notre planète. Et ils ont découvert une conséquence étrange. Non seulement notre monde serait entièrement recouvert par un océan total, mais cela aurait aussi une conséquence désastreuse pour la vie, en réduisant incroyablement la concentration de minéraux dissous dans l'eau. La couche d'eau couvrant toutes les terres, jusqu'à ce que même les sommets les plus élevés ne dépassent pas la surface, stopperait presque complètement l'érosion des roches. L'altération des roches serait presque réduite à néant, ce qui aurait pour terrible conséquence de priver cette planète noyée des nutriments essentiels à la vie. Prenons un exemple concret. Le phosphore, un élément dont nous dépendons tous, serait presque absent. Sans lui, nous serions condamnés. Il est présent partout en nous, dans notre ADN, dans les réactions chimiques de nos cellules. Pourtant, le phosphore n'est disponible en quantité suffisante que lorsque de petites quantités se dissolvent dans l'eau. Bien que le phosphore soit essentiel à tous les êtres vivants sur Terre, il ne se trouve en version accessible que lorsqu'il est dissous en petites quantités dans l'eau. Presque tout le reste est piégé dans les roches. L'altération des roches par les pluies est cruciale pour libérer ce précieux élément. Vous l'avez compris, la vie telle que nous la connaissons dépérirait. On a ainsi calculé que le plancton pourrait difficilement évoluer sur une planète Terre avec 5 fois plus d'eau liquide en surface. Étiez-vous encore préoccupé par l'influence de la présence de cette précieuse liquide en quantité raisonnable à l'échelle d'une planète entière? Pour le plaisir de l'expérience et ses immenses conséquences, ajoutons encore plus d'eau à notre Terre hypothétique submergée, jusqu'à ce qu'elle soit couverte par 50 fois plus d'eau qu'aujourd'hui. La profondeur totale de l'océan ferait alors pression sur les fonds marins, ralentissant les mouvements des plaques tectoniques. Un monde 50 fois plus riche en eau que le nôtre peut sembler immense, mais imaginez que sur une telle planète, toute cette eau ne représenterait qu'1% de la masse totale de l'astre, contre 0,023% aujourd'hui. En continuant d'augmenter la proportion d'eau sur ce monde, la pression exercée par l'épaisseur croissante de l'océan finit par déplacer les conditions de fusion des roches à de grandes profondeurs, rendant impossible tout processus de fusion de la croûte terrestre. Et ensuite, le moteur des plaques tectoniques ralentit avant de s'arrêter complètement lorsque le poids de l'océan atteint environ 2% de la masse de la planète. La quantité d'eau devient alors 100 fois plus importante que celle sur Terre aujourd'hui. Les minéraux, théoriquement dilués dans les océans, se trouvent alors dans une concentration si faible que leur composition ressemble à celle de l'eau distillée. Ce problème majeur pourrait même devenir la cause de soucis encore plus graves pour la vie. En l'absence de mouvement des continents, les gaz piégés dans les profondeurs de la planète ne peuvent plus s'échapper. Nous pensons cependant que ce processus de dégazage a principalement contribué à la formation de l'atmosphère terrestre durant les premières phases de son histoire. Ainsi, la présence de continents émergents pourrait être l'une des clés de l'habitabilité, non seulement parce qu'ils sont une source de minéraux dissous dans l'eau, mais aussi parce que leur mouvement permet aux gaz des profondeurs de la Terre de s'échapper par les failles, contribuant à former une atmosphère au fil du temps. Sans minéraux dans l'eau et sans nutriments, le climat de la planète pourrait devenir extrêmement instable, oscillant entre réchauffement et refroidissement extrême, jusqu'à provoquer une véritable apocalypse climatique. Pour résumer rapidement l'ampleur du problème, il faut examiner le cycle dit du carbone silicate. Sur Terre, ce processus joue un rôle crucial dans la régulation du climat à long terme, agissant comme un amortisseur. En général, la quantité de chaleur qu'une atmosphère peut piéger dépend des gaz à effet de serre, tels que le dioxyde de carbone, qui s'y accumule. Mais sur des échelles géologiques, sur des millions d'années, la concentration de ces gaz est grandement influencée par le fait qu'ils se dissolvent dans l'eau de pluie et réagissent avec les roches silicatées à la surface.
Cela forme des dépôts carbonatés, tout en libérant des minéraux précieux qui terminent leur course dans l'océan avec l'eau de pluie. Inversement, le CO2 piégé dans les roches peut retourner dans l'atmosphère par l'activité volcanique. La boucle est bouclée et le système est plus ou moins stabilisé. Pour simplifier, et sans entrer dans les détails des réactions chimiques, ce cycle permet d'absorber une hausse de température par la précipitation des gaz à effet de serre hors de l'atmosphère, combinés aux minéraux, tandis qu'un refroidissement climatique peut être contrebalancé par une activité volcanique qui libère ces gaz précieux, réchauffant la planète. On pense que ce cycle du carbone silicate a maintes fois rééquilibré le climat de notre planète. En bref, ces mondes océaniques ne peuvent assurer une stabilité climatique par la tectonique des plaques ou l'altération des roches de surface. L'eau vivante prend alors un goût de mort. Ces planètes océaniques pourraient avoir été victimes d'un effet de serre galopant, les transformant en enfer, ou entièrement couvertes par une épaisse couche de glace que l'activité volcanique abyssale ne peut percer. L'océan liquide sous-jacent resterait alors piégé, coupé de tout lien avec l'atmosphère. Cela pourrait être le moindre des problèmes, comparé à l'enjeu encore plus insoluble se profilant dans les grandes profondeurs. Car pour les étoiles, avec des océans profonds de plusieurs centaines à milliers de kilomètres, la masse peut transformer la nature même de l'eau dans leurs abysses. On pense qu'il se forme dans les grandes profondeurs de ces planètes une glace à haute pression, une glace atypique, chaude, avec une structure cristalline la rendant plus dense que l'eau, donc coulant et s'accumulant en quantité pharaonique sur le fond rocheux. Cette glace étrange, scellée aux roches du fond de l'océan, empêche tout échange entre le fond rocheux et l'océan liquide, réduisant à zéro la quantité de minéraux dissous dans l'eau. C'est amusant de penser qu'il n'est pas nécessaire de voyager à des années-lumière pour trouver des étoiles dont l'océan liquide est probablement emprisonné entre une couche de glace épaisse au-dessus et une énorme quantité de glace chaude hautement pressurisée en dessous. On pense que les profondeurs des lunes gelées de notre système solaire, comme Ganymède autour de Jupiter, possèdent suffisamment d'eau et de pression pour enfermer un océan liquide entre un plafond de glace froide et un plancher de glace chaude. En résumé, ces mondes océaniques pourraient indirectement agir comme des poisons pour la vie, un tombeau, et leurs prévisions d'habitabilité sont aussi sombres que leurs abysses. Mais un espoir pourrait émerger de ces profondeurs. Des simulations récentes apportent un peu d'optimisme à un problème autrefois insoluble. Il se pourrait que les super-terres, plus massives et plus grandes que la nôtre, puissent garder des continents émergés, même avec presque 100 fois plus d'eau que notre planète. Leur gravité importante pourrait littéralement pousser une grande partie de l'eau de surface dans le manteau, permettant à ces super-terres de conserver des continents exposés et des océans minéralisés, augmentant leurs chances de climat similaires aux nôtres. Ces simulations récentes suggèrent également que la couche de glace chaude, censée bloquer les échanges géochimiques entre le noyau rocheux et l'océan, n'est peut-être pas aussi imperméable qu'on le pensait. L'activité volcanique et les sources hydrothermales des profondeurs pourraient faire fondre cette glace exotique, créant des panaches thermiques, des courants convectifs salés et pressurisés, transportant des minéraux du noyau rocheux vers l'océan liquide, enrichissant ainsi cet océan de nutriments. L'océan géant, autrefois métaphoriquement acide, pourrait ainsi se colorer de nouveaux nutriments. Et cette lueur d'espoir s'accompagne de celle provenant des étoiles de ces mondes océaniques. En effet, les rayons ultraviolets d'une étoile peuvent parfois éroder une grande partie de l'atmosphère de ces planètes, exposant progressivement les continents à l'air libre et permettant un cycle climatique plus stable, comme sur Terre. Les études de Mars et de Vénus, qui ont probablement eu des océans liquides il y a des milliards d'années, montrent comment ces planètes ont perdu leurs océans. Cela pourrait nous en dire long sur les mécanismes climatiques de ces mondes.